Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Sylvie, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion pro. Ouais, bah merci de m'avoir invitée. Écoute, je suis ravie de t'avoir ici avec nous. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, je te laisse te présenter brièvement qui tu es. Oui, alors moi je m'appelle Sylvie Coppens, je viens d'avoir 25 ans et je suis prof de néerlandais et de français langue étrangère en ligne en tant qu'indépendante Super. depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais joyeux anniversaire encore un petit peu en Merci. retard. J'étais étudiante, donc je suis directement passée de la case étudiante à indépendante, mais j'avais pas prévu d'être indépendante. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi? Qu'est-ce qui a fait que finalement ça s'est un peu imposé à toi? Donc pour remettre un peu de contexte, j'étais étudiante en langue, à l'université pour devenir traductrice et même interprète. C'était mon plus grand rêve, être interprète, travailler au Parlement européen. Et j'avais toujours été cette bonne élève qui réussissait tout, donc personne ne s'inquiétait pour moi. Et je travaillais très dur jusqu'à ce que voilà, j'arrive en Erasmus. C'était pas très loin de chez moi, c'était de l'autre côté, dans la partie néerlandophone en Belgique. Et ça s'est très mal passé et ça a créé toute une dépression et un burn-out. Il aura fallu 3 ans pour m'en sortir. Et la dépression et le burn-out, généralement, c'est un signe qu'il est temps de changer de route et de se réécouter, de se réaligner. Donc voilà le déclencheur. Et comment t'as fait toi pour justement réussir à identifier ou quels étaient les signes que tu as pu voir? Et tu dis que tu as mis du temps à t'en remettre, donc quel a été ton processus à toi avant du coup de trouver potentiellement ce qui te plaît le plus aujourd'hui, vu que tu expliques que ta voie était potentiellement tracée et que tu allais vers ce qui te plaisait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Il y a eu au début, j'étais clairement dans le déni, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, j'étais là à plus avoir la motivation de me lever le matin, j'avais généralement cette boule au ventre à l'idée d'aller à l'université. Et puis quand je décidais de pas y aller, j'étais tout à fait relaxée. Et Mm. puis le soir, dès que je savais que je devais retourner à l'université, de nouveau cette boule au ventre, c'était comme ça absolument tous les jours. Et au début, je me disais juste que c'était passager, que c'était ok, c'est que c'était une période où j'étais pas trop bien, que ça finirait par revenir en travaillant un petit peu sur moi. Et j'ai essayé, j'ai pris une année de pause et je me suis dit que cette année de pause allait tout changer, vraiment que j'allais pouvoir redevenir la Sylvie d'avant, ce que je désespérais, enfin je voulais absolument Mm. redevenir cette Sylvie-là à ce moment-là. Et puis après cette année de pause, j'ai voulu reprendre mes études comme si de rien n'était, en mode c'est bon, je suis guérie, bien sûr. Et là je me suis rendu compte, non, c'est de nouveau rebelote la même chose et donc il aura fallu quand même des mois, ça n'a pas été en quelques jours, mais Mm. il a fallu des mois pour me rendre compte de ce que je traversais. Je me suis aussi fait accompagner sur un plan plutôt psychologique parce que voilà, c'est compliqué de sortir de ce genre d'épreuve toute seule. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des notes en fait dans un cahier de tout ce que je voulais faire plus tard, de tout ce qui me donnait envie, mais il n'y a rien pour autant qui... Il n'y avait pas encore eu de déclencheur, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire. J'ai un peu laissé le temps faire et au final, un jour, j'ai décidé d'arrêter l'université à quelques mois du diplôme. Ça n'a pas été une décision facile Ouais, à j'imagine. avaler à mes parents, mais bon, ils ont fini par accepter. Et quand j'ai pris cette décision, en fait, quelques jours avant, j'avais eu ce déclencheur où j'avais relu mes notes. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps et je me suis dit, pour la première fois depuis 2, 3 ans, je me suis dit, oh, je sais ce que je veux faire. Et donc, c'était par rapport aux langues. Et à ce moment-là, je voulais aller faire tout ce qui était lié aux langues. Donc, aussi bien donner des cours que de la Mhm. traduction et tout faire sous le même toit. Et c'est ça où je me suis dit, oh, c'est bon. Je sais pourquoi je veux à nouveau me lever le matin. Et à partir de ça, tout s'est enchaîné. Et ça a été assez vite. Mais est-ce que tu arrives à identifier ce qui a fait que la voie qui finalement à la base sur le papier te plaisait, ça a pas marché? Est-ce que c'est l'environnement qui a fait que ça a pas fonctionné ou tu es toujours passionné par ce que tu étudiais potentiellement? Qu'est-ce qui a pas marché selon toi? Je dirais l'environnement, puisque à l'université, on n'était pas forcément très soutenus, je trouvais. Mmh. Puis mon Erasmus, c'était généralement les profs qui me rabaissaient, puis même les autres étudiants qui ne voulaient pas aider. Donc ça a été surtout l'environnement. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait pas. Et donc potentiellement, j'avais peut-être commencé quelque chose
que je pensais être ma voie et j'avais continué parce que tout le monde me disait «Oh bah Mmh. oui, trop bien» et au final, je m'étais plus vraiment posée pour me dire: «Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire?» Je pense qu'il y a un petit mélange de plein de choses en même temps. Est-ce que tu as la sensation que c'est des décisions que tu as pas forcément prises, uniquement pour toi ou que tu as pas été totalement décisionnaire dans ces choix-là? Peut-être, en tout cas, enfin, j'ai du mal encore à le dire à l'heure actuelle, mais clairement pendant mes 3 premières années, je pense que ça allait, mais après mon Erasmus, ça n'allait plus du tout. Et je continuais juste pour Mmh. pas décevoir les gens autour de moi. Ouais. C'est tellement dur de devoir annoncer à tes proches qui ont toujours cru en toi ou à tout le monde qui dit «Oh mais Sylvie, je m'inquiète pas pour elle, elle réussira toujours haut la main», de devoir leur annoncer «Beh écoute, en fait non, je vais pas réussir parce que je compte arrêter». Donc il y a un moment, c'était clairement plus pour les autres que pour moi-même, ça Ouais. c'est clair et net. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein. C'est le plus dur. Ah ouais, c'est sûr que puis en fonction de comment on a été éduqué, puis de ce qu'on projette, ce que les autres projettent sur nous et là, comme tu le dis très bien, il y avait énormément de projections de tes proches sur ta réussite. Donc l'échec est encore moins concevable pour toi parce que peur Mmh, de décevoir, peur de pas être à la hauteur alors qu'en fait, tu étais juste pas accordé avec ce que tu avais envie de faire c'est et ça, que ouais. si tu avais continué, dans ces conditions-là, de toute façon, ça aurait pas pu aboutir sur quelque chose de positif pour Non toi et de sain, non, non, et de clairement sain, et c'est complètement. ça, eux, dans ma famille, on avait toujours enfin, j'ai toujours été élevée en mode, l'échec n'est pas concevable, tu vois? Tu dois OK. réussir. C'est pas la fin du monde si tu as un échec, je veux dire, ils vont pas me mettre ils allaient pas me mettre à la rue, mais c'était quand même quelque chose Ouais. qui était pas très tolérable, on va dire. Et toi, ça a changé aujourd'hui, ton rapport à l'échec? Mmh, oui et non, dans un sens où je vais beaucoup plus m'écouter et je vais réadapter mes objectifs. Mais, après, je me suis toujours dit l'échec, enfin, il y a jamais vraiment d'échec dans le sens où c'est toujours une leçon de vie, donc j'aime pas trop le mot échec. Mais j'avoue que je me mets encore un petit peu la pression parce que surtout j'aime bien que ce soit parfait, grande perfectionniste comme je suis, donc voilà. On travaille sur soi, mais il y a toujours, des choses Bah, à après, il y a améliorer. qui on est aussi, hein. Il y a notre Voilà, ça. personnalité et le but, c'est de travailler, avec et pour notre personnalité, Mmh. pour qu'on puisse être le plus aligné possible. Mais, si après toi, tu es aligné avec ce que tu fais et que la balance, elle est équilibrée positivement, il y a toujours des choses qui seront, moins agréables. De toute façon, il y a pas de métier, idéal, Non, dans lequel tout est parfait, à 100. Mais c'est vraiment toujours une question d'équilibre et de balance, qui aille dans le positif plus que dans le négatif. Et si c'est déséquilibré, à ce moment-là, de voir, quelle chose tu peux mettre en place pour rééquilibrer. c'est ça. Clairement, le tout, c'est de se rendre compte quand c'est déséquilibré et puis effectivement, essayer de changer ça. Et tu penses que là, aujourd'hui, parce que tu as traversé cette épreuve-là, tu es plus à l'écoute de toi, de tes besoins et tu arrives à mieux, poser peut-être tes limites aussi dans le monde professionnel? Clairement. En tout cas, il y a eu un gros changement entre la Sylvie d'avant et la Sylvie d'après, mon Erasmus et après mon burn-out, dépression, enfin, c'était un peu un mélange des 2. Mmh. Ça m'a beaucoup apporté au final parce que je pense que si j'avais pas traversé tout ça, j'en serais clairement pas là où j'en suis à l'heure actuelle et c'est clair que je vais beaucoup plus m'écouter, même si je reste une, grande travailleuse comme je l'ai toujours été, enfin, comme je l'ai toujours été à travailler, 10 heures par jour, des fois ça me dérange pas du tout, enfin, j'essaye donc de trouver, voilà, de poser mes limites. Un rythme qui te va? Oui, de trouver un rythme, mais de quand même travailler dur parce que ça restera toujours, je pense, une valeur chez moi. Bah, si tu es en accord avec ça, il y a pas d'opposition, hein. C'est ça, tant que je suis pour le moment, je suis en accord avec ça, donc on verra à l'avenir, ça changera peut-être. Et du coup, dans ton processus, donc de transition, il y a eu le fait d'accepter que tu allais devoir arrêter, Mmh mh. de l'exprimer, à tes proches et de le verbaliser aussi. Tu dis que tu t'es fait accompagner d'un point de vue plus psycho. Est-ce que tu t'es aussi fait accompagner, sur cette transition pro à trouver, ce que tu allais devenir, ce que tu allais faire ensuite? Tu as parlé un petit peu vraiment tu as pris des notes, mais, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail de cette transition, comment elle s'est passée et qu'est-ce qui t'a aidé? Psychologiquement, je pense que j'étais encore suivie à ce moment-là, au moment où j'ai fait cette transition. Mais voilà, ça c'était plus pour le plan perso. Au niveau professionnel, en fait, pour, l'idée de mon business, je l'avais puisque clairement ça a été, un peu une illumination, grâce à ce petit carnet. Un peu du jour au lendemain, cette illumination et du coup, je me suis plutôt fait accompagner après pour développer mon idée. Mais pour la trouver, ça par contre, c'était assez clair, enfin ça ouais, c'était clair en fait. Et dans ta tête, donc au niveau donc tu dis que tu as trouvé une idée d'activité rapidement, mais est-ce que ça a été tout aussi rapide de dire: «OK, je passe de
étudiante à entrepreneuse? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es étudiante en burn-out à je vais devenir entrepreneuse? Bah, en vrai, c'est une très bonne question. Je pense que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Sur le moment, tout ce que je voulais, c'était de retrouver un sens à ma vie. Peu importe Ouais. dans quelle case j'allais, quelle case entre guillemets Mmh. entrepreneur, salarié, ça n'avait pas d'importance. C'était juste maintenant, je sais pourquoi je me lève. Maintenant, je vais y aller mollo parce que j'arrive pas moi à me lancer sans me préparer un minimum. Mmh. Donc c'est ça que j'ai d'abord cherché à me former. C'est quoi l'entrepreneuriat? Parce que c'est un monde auquel je n'étais pas du tout destinée, auquel je me suis jamais intéressée avant. Donc je voulais prendre le temps de découvrir ce monde-là, de développer mon idée en ayant des retours aussi, parce que parfois une idée qu'on a dans notre tête, elle est bien, mais face aux autres, elle est un peu moins bien. Et donc j'ai pris, je pense, 1 an pour développer tout ça avant de me lancer. Donc j'ai pas vraiment eu enfin, j'ai pas ressenti cette transition parce qu'elle a été quand même assez progressive et j'en ai pas pris conscience dès le début. Et c'est après, et c'est peut-être encore même maintenant que je me dis des fois, waouh, attends, j'ai fait quoi là? Il s'est passé quoi? Mais ouais, carrément, tu changes quand même d'un statut où tu es, beaucoup plus encadré quand on est étudiant. Bon, même si on est à la fac où c'est un peu moins le cas, un peu moins structuré, mais on reste quand même dans un cadre scolaire à je vais me lancer en tant qu'entrepreneuse indépendante, à mon compte. Et du coup, si tu évoluais pas dans un milieu, entrepreneurial, comment tu as croisé, le chemin, la route de l'entrepreneuriat? En fait, quand j'ai eu mon idée, je me suis dit: «Attends, je peux pas faire ça en salarié ou du moins, enfin, il faut que je trouve alors la boîte qui va Mmh. vraiment, avoir le même, la même idée que moi, les mêmes valeurs que moi». Et donc ça a été je me suis dit: «Bon, bah, si c'est pas facile à trouver en salarié, c'est que je dois le faire de manière indépendante». Et donc c'est ça que j'ai un petit peu recherché. Mais j'avais quand même ma demi-sœur qui était dans le monde de l'entrepreneuriat, donc je me dis, si jamais je m'en sortais pas, je pouvais quand même un peu compter sur elle ou lui demander ses conseils. Donc j'avais quand même quelqu'un qui était là pour m'épauler si besoin. Ouais, donc en fait, ça arrivait assez naturellement, en fait, à partir Oui. du moment où tu as d'abord, trouvé, ce qui te faisait vraiment vibrer au fond de toi comme, on va dire secteur d'activité, métier et après tu t'es demandé: «Ah et maintenant comment je l'exerce?» Et le salariat, si ça avait été une option, réaliste, c'est-à-dire s'il y avait eu du job en salariat dans ce que tu fais, est-ce que ça aurait pu être une option pour toi? Ou, il y a vraiment quelque chose avec l'entrepreneuriat, que tu allais chercher, qui répondait à un besoin que tu avais identifié peut-être? C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais je pense que le salariat ne m'aurait pas convenu parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de ces systèmes scolaires et de devoir m'imposer une façon de faire et de devoir me dire: «Oh parce que ça tu le fais pas bien, c'est que t'es nul». Et j'en avais un peu marre de tout ça et donc j'ai un peu associé le salariat aussi à ça alors Mmh. qu'en soi j'ai jamais touché au salariat sauf en job étudiant. Donc pour moi, c'était clairement l'entrepreneuriat pour être libre et pour pouvoir faire ce que je voulais comme je voulais et mener mon idée comme je le voulais, quoi. Je pense que j'ai même pas vraiment hésité, j'ai même pas pensé à la case Ouais. salariale. Ouais, ça s'est fait, ça s'est un peu imposé Mmh. à toi, ça a été un peu ta porte de sortie aussi, Ouais. le de sortir du brouillard. Alors attention, pour ceux qui nous écoutent, l'entrepreneuriat n'est pas une solution à toutes les personnes qui font un burn-out, mais évidemment que ça peut être une solution en fonction des besoins qu'on a et ce qu'on arrive à identifier comme environnement de travail qui nous convient et ce qui nous fait du bien, au niveau pro. Du coup, tu parlais un petit peu tout à l'heure du fait que tu as passé 1 an à te former à en apprendre plus sur l'entrepreneuriat avant de te lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comment, tu as fait, cette transition-là? Qui même si aujourd'hui, tu l'as conscientisée peut-être pas, comme une transition, bah, elle l'a été puisque tu es passée de encore une fois, étudiante. Ah, finalement, tu te lances. Comment tu as fait, et qui t'a accompagnée? Que ce soit des soutiens ou des formations, des coachs, enfin, peu importe. Même le côté psycho, tout à l'heure, on parlait aussi de se faire accompagner niveau psycho. Ça a eu aussi une incidence et un impact sur le pro, donc c'est absolument pas Clairement. décorrélé. Mais il faut savoir que c'est quand même, quelque chose d'hyper important, dans toute transition de vie, tout changement de vie, de se faire, bien accompagner quand on en ressent le besoin et en tout cas de garder une place pour le psycho parce que la souffrance au travail, elle arrive, à un moment donné où notre, santé mentale est touchée profondément. Donc, le psycho est hyper important, aussi dans ces transitions-là. Clairement, souffrance au travail ou souffrance aux études, comme dans mon cas, mais Oui, bien sûr. très, très clairement. Donc, au niveau plus personnel, je m'étais fait suivre par une psychologue, 2-3 fois par mois, je pense. J'avais commencé à découvrir le monde du développement personnel qui m'a aussi beaucoup aidée. Et ensuite, niveau professionnel, j'avais vraiment ouvert mon PC, j'étais en mode: «Bon,
il faut que je trouve une formation sur l'entrepreneuriat. Donc j'avais tapé ça sur internet et j'avais commencé à noter toutes les formations que je trouvais avec le budget. Mais je me disais, j'ai pas un portefeuille extensible. Enfin, je suis encore étudiante, donc je me dis, il faut que je choisisse la bonne Mmh. formation. Et moi, c'est le genre de truc qui me stresse parce que je me dis, peu importe ce que je vais choisir, ça va être la mauvaise décision. Donc, enfin bon, pessimiste, mais enfin bon. Et donc, au final, j'ai fini par tomber sur une formation gratuite. Et je me suis dit, si c'est gratuit, c'est que c'est pas très qualitatif. Croyance limitante, tout à fait. Et au final, j'ai été, donc c'était ici en Belgique, et j'ai appris que par la suite, c'était pas gratuit, c'était subsidié par l'État, donc c'est OK. différent, c'est une aide. Et d'ailleurs, s'il y a des Belges qui écoutent ce podcast, je conseille vivement l'IFA PME, donc en Belgique. Et c'est ça qui m'a aidé pendant 150 heures, environ 150 heures de formation pour développer mon idée de A à Z. On est passé par le plan financier, l'idée du business, la communication sur les réseaux, comment vendre son, son business, donc vraiment ultra complet. Et je pense qu'à la même période, je suis aussi tombée sur Boost on Biz, là où tu travailles aussi, en tant que coach. Donc j'ai eu Boost on Biz en même temps qui m'a permis d'aller encore un peu plus loin. Et à côté de ça, j'ai fait un séminaire de Tony Robbins, vraiment le gourou de développement personnel au Royaume-Uni. Et là, ça m'a totalement, ça a été l'aventure, enfin Révélateur. une expérience vraiment unique et qui m'a reboosté pendant des mois, qui me rebooste encore à l'heure actuelle. Donc ça a été tout ça un petit Ouais, peu ensemble, un plus cocktail, évidemment, ouais, c'est ça, un cocktail, c'est vraiment le mot. Je pense tu prends tout ça et c'est bon. Bah, pour les Français qui nous écouteraient, il y a aussi, ce type d'accompagnement, dont tu as bénéficié aussi, par l'État. Alors ça va dépendre des régions chez nous, mais moi j'en ai bénéficié aussi. C'est la chambre de commerce et d'industrie et on nous accompagne moi j'ai eu un accompagnement avec une, personne spécialisée dans l'entrepreneuriat et qui m'a aidée à monter mon business plan. Donc à faire toute la partie, voilà, budget, la partie, communication et même derrière, c'est ce qui m'a aidé à monter un dossier de demande de financement de ma formation que j'ai pu faire, derrière. Donc ça, c'est pas mal. Il faut se renseigner quand on démarre et qu'on a un petit budget en effet ou même quand on n'a pas un petit budget et qu'on a envie de voir, ce qu'on peut avoir comme aide de l'État, qu'on soit en France ou en Belgique. Du coup, il semblerait que des 2 côtés, il y ait, des Oui, possibilités. Donc pas hésiter à clairement. se renseigner. Et tu parlais de Boost on Biz, donc pour, expliquer à ceux qui connaîtraient pas, parce que nous on évolue dans le monde Boost on Biz, donc on connaît bien. C'est un programme business, donc un programme d'accompagnement des personnes qui se lancent ou qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, pour les aider à décoller ou à atteindre, voilà, une étape, supérieure de leur activité. Et on travaille, notamment sur, tous les aspects de la création d'entreprise, du client idéal jusqu'à la vente, avec l'expérience client, l'offre, et cetera, et cetera. Donc Et on rencontre aussi plein de chouettes personnes comme et nous oui, 2. un super réseau, rempli de personnes et ça, c'est un point qui est important aussi, hein, dans Oui, l'entrepreneuriat et tu t'en as parlé aussi déjà, mais je pense que, tu témoigneras aussi derrière, mais de se faire bien entourer, vraiment. par des personnes qui sont comme nous, qui partagent, la ce côté entrepreneurial parce que parfois c'est compliqué quand on passe, du salariat ou des études à l'entrepreneuriat, et ça peut être hyper, hyper challengeant. Enfin, je pense qu'il y a personne qui dira le contraire, c'est hyper challengeant et donc je pense que l'entourage, ça a un gros impact et Mmh. avant Boost on Biz, est-ce que toi, tu étais bien entourée? Est-ce que tu avais des gens tu as parlé d'une personne de ta famille? Ah oui, du coup, ma sœur et son mari qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat, mais sinon, évidemment, la première formation que j'avais suivie, j'ai rencontré quelques personnes, mais c'est vraiment Boost on Biz qui m'a permis, Mmh. de rencontrer encore d'autres personnes parce que clairement, comme tu l'as dit, c'est tellement important de se faire entourer. Je dirais, se faire entourer par des personnes qui sont déjà là où on voudrait être, plutôt des Ouais. mentors, pour donner plus enfin, pour t'aider à évoluer dans ton business, mais aussi te faire entourer par des personnes qui sont dans la même merde que Mmh. toi, disons les mots. Parce que c'est toujours plus rassurant quand on a des petits problèmes ou quoi de pouvoir pouvoir se retourner vers quelqu'un qui comprend ce qu'on vit, et puis même de se soutenir et voilà, de se motiver comme on le fait toutes avec les autres filles qu'on a rencontrées de Boost on Biz. C'est tellement important. Je pense que j'en serais pas arrivée là à l'heure actuelle sans vous toutes en fait. Mmh.
Petit déclat d'amour, au Oui, passage. Mais oui, c'est vrai qu'en plus on fait des voilà, des brainstorming où on partage nos idées, donc c'est clair que ça permet de s'élever, ensemble et pour le coup, je pense que ça permet d'aller, encore plus loin et quand on a une baisse de motivation, ça peut nous aider à remonter la pente et à pas abandonner parce que, ben, l'entrepreneuriat, c'est, comme un marathon, faut tenir sur la longueur et je pense que d'avoir un bon entourage parce que se faire accompagner sur un point de vue psycho, c'est hyper important. Un point de vue pro pour apprendre les compétences dont on a besoin ou apprendre, voilà, à créer son entreprise quand on ne sait pas faire du tout, c'est méga, méga important. Mais ces 2 choses-là suffisent pas à tenir, je pense, et à être pérenne et je pense qu'une entreprise qui marche, c'est une entreprise, qui est vraiment, bien entourée sur tous les plans, donc psycho, pro vraiment. et entourage, entrepreneurial ou non, parce qu'il y a aussi des non-entrepreneurs qui peuvent être hyper, importants. Mmh. Mais je pense qu'un entourage entrepreneurial, ça vient vraiment renforcer, la confiance aussi et la motivation. Totalement, surtout quand on n'a pas la chance d'avoir un entourage qui va forcément nous soutenir donc Ou nous comprendre, parce que des oui, fois on a envie de nous soutenir, mais on comprend pas ce oui, qu'on traverse et du coup parfois ça fait un peu des situations où on se sent un peu seul et ouais, c'est pour pallier à ça et pour, réussir à réussir justement à aller vers le succès. totalement d'accord. Si on parle un peu de ton, nouveau métier du coup, enfin du coup qui est aussi ton 1er métier, mais pas celui auquel tu avais, pensé à la base. Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Donc là, il peut y avoir 2 choses, le côté entrepreneurial, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'entrepreneuriat et dans ton métier, de professeur de néerlandais? Dans mon métier de professeur de néerlandais, c'est de pouvoir transmettre ma passion parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, donc on parle il y a 3 langues officielles, dont le néerlandais et le français et le néerlandais est très mal aimé par les francophones de Belgique. Genre vraiment, on a tous détesté, je pense, la langue sur les bancs scolaires à cause du système, scolaire, entre autres et du coup, c'est de pouvoir redonner, déjà redonner confiance aux personnes parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode: «J'ose pas parler néerlandais, mon prof m'a toujours dit que j'étais nulle». Donc de pouvoir les aider à reprendre confiance et à les voir former leurs premières phrases et à les voir tenir leurs premières discussions. Donc je dirais vraiment transmettre ma passion à ce niveau-là. Et au niveau entrepreneurial, c'est vraiment d'être libre. Alors pour le moment, pas encore géographiquement, quand les finances le permettront certainement. Mais à l'heure actuelle, c'est plus au niveau du planning. Genre, Mmh. j'organise ma semaine comme je veux, je fais les choses dans l'ordre que je veux. Même si voilà, quand on est entrepreneur, il faut pas non plus tomber dans le du côté en mode oh bah je peux faire ça demain. Aujourd'hui, je vais prendre une petite journée de repos à outrance, évidemment. Mmh. Faut Ah, faut se se reposer. discipliner en tout cas C'est pour, ça, parce qu'il y a des choses qu'on aime moins faire, mais qu'il faut faire quand même clairement. et du coup, faut les faire quoi qu'il arrive, C'est donc ça. les repousser, indéfiniment. La procrastination n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat. Non, donc il faut trouver le juste milieu entre s'écouter et pas trop travailler puisqu'on a, enfin, nos journées de travail se finissent jamais, surtout quand on travaille chez soi. C'est C'est vrai. dur de mettre une fin, mais en même temps, travailler quand même pour avancer, atteindre nos objectifs. À l'inverse, est-ce qu'il y a des aspects plus compliqués ou moins que tu aimes moins dans ton métier et dans l'entrepreneuriat? Plus compliqué dans l'entrepreneuriat, je dirais, c'est de devoir s'occuper pour le moment je dirais que c'est que de l'administratif parce que je suis pas non plus encore très développée, mais l'administratif parfois c'est pas simple du tout, surtout que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ben, on est généralement spécialisé dans un domaine, Mmh. dans le domaine voilà, d'expertise, j'ai envie de dire. Mais à côté de ça, il faut devenir limite un pro des réseaux, un pro de la prospection, un pro de l'administratif. Et je pense que l'administratif, c'est quand même vachement compliqué au début, hein, surtout quand on n'a jamais appris ça à l'école et surtout, Mmh. à nouveau, j'étais pas du tout, enfin, je m'étais jamais intéressée à l'entrepreneuriat, donc j'ai un peu, du jour au lendemain, dû découvrir comment faire une facture, comment m'occuper de la TVA, faire mes déclarations TVA, mais enfin, ça, c'est le plus dur, je trouve, et le plus flippant. Surtout que j'ai toujours l'impression, si je fais une faute, ça va être une catastrophe, alors pas du tout, mais, mais bon. Bah, après, c'est peut-être un peu différent en France et en Belgique, du coup, niveau administratif. Je sais qu'en France, on est, les rois de de mettre de l'administratif, à outrance aussi, derrière. Donc, ouais, je comprends que c'est, très, très compliqué à suivre et surtout, je sais pas comment ça se passe, chez vous, mais chez nous, c'est, souvent, on va pas te dire ce qu'il faut faire, mais si tu le fais pas, par contre, tu risques d'être pénalisé. Ah, clairement, ça, c'est la Ouais, base, je pense. pareil. Ouais. Surtout au niveau des impôts. Oui, tu dois être au courant de tout. Tu sais pas comment, tu dois être au courant, mais tu dois l'être. Voilà, donc ouais, c'est pour ça que c'est important de encore une fois de bien se faire accompagner pour, savoir, bah, ce qu'il faut faire quand. Là, tu vois, nous, on est en pleine période de récolte de la cotisation foncière des entreprises, Oh, donc qui est un impôt, je sais pas si vous l'avez, en Belgique et c'est en fait, c'est pour payer, une cotisation à ta ville, là où tu travailles. Mais si tu travailles de chez toi,
tu dois quand même payer un impôt sur OK, ton lieu de travail, même si c'est ta maison. Donc, tu dois déclarer un montant de mètres carrés que tu utilises. Donc, quand tu travailles de OK. chez toi, tu déclares le minimum, 1 mètre carré. Et ensuite, il y a un ratio qui se fait, etc. Mais du coup, tu dois un impôt parce que tu travailles dans ton appartement ou dans ta maison chez toi aussi. Ah OK, ça doit être un peu pareil en Belgique, mais on n'a pas enfin, ça doit être compris à mon avis dans les Ouais. impôts chaque année. On n'a pas vraiment un moment pour faire ça en particulier, mais on a évidemment tout ce qui est cotisations sociales, TVA, impôts, la base. En tout cas, on apprend plein de choses sur la gestion d'une entreprise et sur, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, plusieurs métiers différents. Donc, Ouais. il y en a forcément qui nous plaisent moins que d'autres parce qu'on ne peut pas tout aimer. Et ce serait quoi ton conseil à toi pour réussir à faire malgré tout ce qu'on n'aime pas faire? Donc, par exemple, toi, l'administratif, comment tu gères si ça te saoule ou si c'est quelque chose que tu n'aimes pas particulièrement faire? Comment tu fais pour le faire quand même sans que ça soit une torture? Très bonne question. Je pense que déjà, je mets toujours en place des to-do list et j'adore à la fin de la journée quand toute ma to-do list est faite. Donc rien que le fait de cocher cette petite case, ça fait oui. Mais en plus de ça, j'essaie généralement de faire de faire ça soit en fin de journée, de mettre vraiment un créneau, par exemple 1 heure, pendant 1 heure, et je vais faire que ça. Je coupe mon téléphone, je mets tout très loin, je me dis, je donne tout pendant 1 heure, et après cette heure-là, normalement, c'est fini. Si je dois continuer, alors j'essaie de prévoir ça à un autre moment, ou sur le moment si je suis encore motivée, mais pas trop se frustrer pour des tâches qu'on n'aime pas faire. Donc peut-être faire la suite plus tard et essayer de mettre un petit système de récompense. Alors je dis pas qu'il faut aller faire la fête à chaque fois qu'on fait un truc administratif, mais je sais pas, petite soirée off, Netflix, prendre un bain, sortir, faire quelque chose qui nous plaît en fait pour nous récompenser et faire ce lien dans le cerveau en mode t'as fait quelque chose que tu ne voulais pas mais tu l'as quand même fait, donc petite récompense. Ouais, carrément, je suis bien d'accord. Et moi, je suis aussi vachement partisane de démarrer par les choses qui me saoulent le plus. Ouais, je Pour, comprends. parce que je sais que dans mon cerveau, je sais qu'on fonctionne pas tous pareil, mais moi, dans mon cerveau, tant que j'ai pas fait le truc qui me saoule ou qui me paraît compliqué ou quoi, bah, quelque part, ça vient me parasiter et j'y pense tout le Je temps et comprends. du coup, je m'en fais une montagne et au final, j'ai encore plus de mal à m'y mettre parce que c'est quelque chose qui devient, insurmontable dans ma tête. Alors que si je me dis: «OK, là, je vais commencer par ça», comme ça, je me décharge et une fois que c'est fait, je passe à autre chose et je fais des trucs plaisir sans avoir ça qui est toujours dans un coin de ma tête. Donc ça aussi, ça OK, peut ouais, aider de se dire, alors après évidemment, il faut prioriser, hein, en fonction des choses urgentes et tout ça, évidemment. mais ça fait partie des priorités aussi, dans comment j'organise ma semaine. S'il y a un truc, je sais, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire, je le fais au plus tôt pour m'en décharger et que je passe à autre chose. J'avoue que c'est une bonne idée. Moi, je le fais plutôt plus tard, comme ça je termine sur ça sur ma journée, je suis en mode c'est bon, je l'ai fait. Mais ouais, ça dépend un petit Il y a peu. plein de gens qui sont dans des sens différents et il y en a qui préfèrent aussi, justement faire tout ce qu'ils aiment, avant pour se redonner de l'énergie C'est ça, positive et engranger de la bonne, tu vois, de la bonne énergie pour ensuite avoir, tout ce qu'il faut pour faire le truc qui leur plaît moins. clairement. Moi, je suis du coup, voilà, on a 2 exemples justement de Mais fonctionnement. les 2 sont légitimes, hein, prenez celui qui vous parle. Je voulais aussi te demander, par rapport là à ton secteur d'activité à toi, c'est quoi l'avenir du coup dans ton secteur à toi? Comment tu Cool. envisages, comment tu vois l'avenir dans ton domaine? Si des personnes aimeraient potentiellement se lancer, alors peut-être pas spécifiquement en prof de néerlandais, mais en prof à distance, en prof, indépendant? Je pense qu'on a vraiment un bel avenir devant nous parce qu'on est de plus en plus dans une société où les gens veulent faire des trucs en ligne parce qu'au moins tu perds plus. Enfin, moi je parle ouais, vraiment de l'enseignement en ligne plutôt, Mmh. mais les gens veulent moins sortir chez eux, surtout en hiver. Puis maintenant on connaît le télétravail, le confort de chez soi, éviter les embouteillages et ce genre de choses. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a un bel avenir pour l'enseignement en ligne. Et puis même, je pense que c'est pareil en France, mais bon, je suis pas là pour casser du sucre sur l'enseignement scolaire, mais il y a quand même des petites failles et on n'a pas toujours. Allez, il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées, que ce soit des maths, des Mmh. langues, un peu toutes les matières en fait à l'école, généralement à cause de l'enseignement scolaire. Et donc je pense qu'en tant que prof, on peut être là à côté pour aider les personnes, leur redonner confiance, leur redonner goût et leur montrer que ok, si ça te plaît pas à l'école, c'est pas pour autant que tu es nul ou que Ouais. tu y arriveras jamais ou que ça te plaira pas un jour. Donc je pense qu'on a un très beau métier et qu'on sera toujours un peu utile. Et même s'il y a l'intelligence artificielle qui arrive et qui fait un peu peur à tout le monde, je suis toujours pas convaincue qu'à l'heure actuelle ça remplacera vraiment parfaitement un humain, peut-être Mmh. dans 50 ans, mais là dans un avenir proche, je pense pas qu'on doit vraiment en avoir peur. Par contre, ça peut aider dans Ouais. notre métier, l'intelligence artificielle, ça bien évidemment. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Puis je pense que quand on est sur, des accompagnements ou de la transmission en personnalisé,
de toute façon, l'intelligence artificielle telle qu'elle existe ne peut pas faire notre travail à notre Mmh, place et n'est pas humaine. Donc, il y a des trucs qui manqueront dans tous les cas. clairement. Et je pense que tu as un beau public, français aussi, qui pourrait être intéressé parce que, pour le coup, en France, on n'est pas très connu pour être bon en langue. Donc certainement lié à comment on apprend les langues. Mais Oui, j'avoue que moi, j'ai commencé l'anglais, en primaire. J'ai appris à parler anglais véritablement quand je suis partie dans un pays et que j'avais pas le choix que de parler anglais si je voulais, ne serait-ce que manger. Clairement, on a un peu ça ancré en nous, ouais. qu'on est nul en langue. Donc je pense que vraiment les profs, de l'enseignement, en tout cas des langues, ça peut être hyper intéressant pour, comme tu le disais, redonner confiance, mais Mmh. aussi, casser ces barrières et ces croyances qu'on a que en fait on est nul et qu'on va pas y arriver alors que juste, bah, on n'était peut-être pas dans un environnement adapté pour C'est ça et apprendre. puis à l'école, généralement, il y a qu'une manière de faire, qu'une méthode d'apprentissage, alors qu'en fait, il y a Il y en autant a de plein. méthodes d'apprentissage que de personnes, j'ai envie de dire. Donc mais ça, en Belgique francophone et France, on est pareil à ce niveau-là, au niveau des systèmes d'enseignement des langues. Bon, il y aura plein de choses à revoir, mais bon, Oui. on va pas refaire le monde, dans ce podcast. Si on parle de reconversion pour les personnes qui nous écoutent et qui envisagent de changer de carrière, que ce soit entrepreneuriale ou salariale, quels sont les conseils que toi tu donnerais à quelqu'un qui a envie de vivre cette transition, mais qui a peur de se lancer? Premièrement, je dirais de s'écouter, de pas continuer à foncer tête baissée comme j'ai voulu le faire, notamment pour faire, plaisir aux autres, alors que j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais et que il y a des périodes, je pense, peu importe, ce qu'on fait dans la vie, où on va avoir un peu des difficultés, on va remettre en question. Mais quand ça dure pendant des mois et que chaque soir c'est la même chose et qu'on est là en mode: «Non, mais tout va bien, ça finira par aller mieux», c'est qu'on est clairement dans le déni, je pense. Donc tout d'abord s'écouter et puis se faire accompagner parce que tout changer, surtout quand on fait un changement radical du jour au lendemain, Mmh. ça peut être très stressant, surtout si on a nos proches qui ne nous soutiennent pas pour autant. C'est pas facile, donc clairement, être accompagné en fait, que ça soit par des professionnels ou d'autres personnes qui vivent la même chose, c'est méga important. Donc s'écouter et être accompagné, je pense, c'est la base de la base. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et si tu regardes là, tu prends un peu de recul sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Honnêtement, non. J'ai toujours enfin, je suis de l'école en mode, j'ai jamais de regrets. Soit je tire des leçons, soit c'était très bien comme ça parce que ça fait qui je suis à l'heure actuelle. Donc je pense pas qu'il y ait quelque chose que je ferais différemment à l'heure actuelle. Il y a sûrement des choses que j'aurais pu mieux faire, mais je suis très contente de là où j'en suis à l'heure actuelle. Donc pas envie C'est d'avoir ce des qui regrets fait, ou ce genre de choses. Voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui aussi, c'est ça, donc quelque part, c'est super intéressant d'être en paix avec, tout ce par quoi tu es passé et c'est tout clairement. ce que je te souhaite en tout cas. Et Merci. pour terminer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes projets à toi. Quel est l'avenir de, ton entreprise? Et je ne sais pas si on a, parlé du nom de ton entreprise, de Cosiglotte, Ah mais oui, quel c'est vrai. avenir pour Cosiglotte? Écoute, j'espère, devenir, la référence en matière d'apprentissage des langues, parce que je ne compte pas me satisfaire du néerlandais, même si moi, en tant que personne, je me contenterai à mon avis du néerlandais et du français, parce que je ne pourrais pas donner cours, dans toutes les langues possibles, mais, pouvoir développer, Cosiglotte dans toutes les langues et voilà, apporter un enseignement de qualité et individuel pour toutes les langues et pour chaque personne, c'est ce qui me fait vibrer, j'espère, dans quelques années, pouvoir en arriver là, mais il y a du pain sur la planche, mais bon, un pas à Et la là fois. donc, tu es sur quoi? C'est quoi tes projets du moment? Pour le moment, bah, donc m'en sortir parmi toutes les offres que je sors parce que j'en ai tout plein, vu que j'essaye de vraiment varier les offres. Et ici, je vais sortir un e-book pour les enfants pour apprendre le vocabulaire lié aux fêtes de fin d'année en néerlandais. Donc ça sortira à mon avis courant du mois de novembre. Ah Puis, génial! oui, C'est un et puis super encore plein projet de ça. choses. Oui, j'ai trop hâte. Et le reste, ça sera pour 2025, je pense, puisqu'il y a déjà pas mal, il y a eu pas mal de choses cette année. Ouais, tu charbonnes bien. Oui. Bon, bah, super. Bah, écoute, je mettrai, tes réseaux, dans, la description du podcast pour que les personnes qui sont intéressées puissent, venir, te rencontrer, te suivre. Sylvie est super, accessible et si vous avez des questions, elle répondra avec grand plaisir et c'est une super Évidemment. prof. Oh, merci. Elle est hyper pédagogue et elle est hyper sympa et je dis pas ça parce que c'est mon amie, mais un peu quand même. Argument tout à fait objectif, évidemment. Du coup, recevable. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as apporté et ce que tu apporteras aux personnes qui nous écoutent et qui auront besoin d'entendre ça dans leur transition. Et merci d'avoir été là, tout simplement. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci pour cette belle demi-heure ensemble. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!